La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Et les publicités, l'aspect public des choses, donc je suis pas rompu à cet exercice, mais on va faire avec. On commence là-dessus, Thierry, tu vois. Je t'ai piégé directement, tu vois. J'aime pas trop l'aspect public. Et voilà. On commence là-dessus. Voilà, Thierry Michel. Non, écoute, moi, je suis pas de toute façon là pour aller chercher tous les détails de ta vie privée. Je veux comprendre un peu plusieurs choses. Mais pourquoi... Je veux comprendre pourquoi Arnaud est aussi dithyrambique à ton sujet, pourquoi il vient te chercher à chaque fois qu'on parle de FinTech, m'a-t-il dit. Pourquoi t'es venu dans OVNI, peut-être aussi d'ailleurs, et pas chez d'autres. Ça me rassure d'ailleurs que tu sois venu dans OVNI, parce que je vois quand même que t'as eu le nez creux, j'ai l'impression, sur certaines de tes aventures, quoi, en rejoignant très très tôt et en donnant des bonnes idées aussi un entrepreneur brillant que je connais pas directement, qui est Riyad Boulanoir, mais que j'ai connu par invité de Génération Do It Yourself interposé, Hugues Lebret, donc avec qui tu étais associé finalement. Bien sûr, aussi. Ouais, tout à fait. Je crois que tu es allé aussi assez tôt et assez lourd sur on-off quand même. Oui, oui, j'ai investi dans on-off en 2016. Okay. Donc c'était juste au moment où on-off allait passer de bêta à version publique. Okay. Donc c'était quasiment l'origine d'on-off. T'as mis combien, c'est indiscret ? J'ai mis 400 et quelques mille. Sur un tour 2, tu te souviens à peu près vaguement ou non, c'était au fur et à mesure. Moi, j'avais mis... à l'époque, on-off burnait beaucoup de cash. Donc Taig avait constamment besoin d'argent et il faisait le tour de tous les investisseurs potentiels. Et puis, moi, quelqu'un me l'a présenté. J'ai trouvé son idée marrante. Et moi, j'aime bien les projets qui me changent de l'habitude. Et donc, j'ai voulu investir là-dedans. Et je crois qu'au début, j'avais mis une somme assez conséquente. J'avais dû mettre 250 000 au tout début. Et après, j'ai rajouté l'année qui a suivi. Et surtout, j'ai proposé à Taig, parce que je venais de vendre mes boîtes. Donc, j'avais du temps. Et j'ai proposé à Taig de l'aider avec les aspects financiers, puisqu'on voyait qu'il allait avoir une levée de fonds qui se profilait, donc je me doutais bien qu'il aurait des besoins en cette matière-là. Et puis moi, ça m'amusait de suivre ce projet. Donc voilà. Donc c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans l'engrenage on-off. Et j'y suis encore. T'as du temps en ce moment, Thierry ? J'ai du temps, oui. Ah, c'est bien ça. On va l'utiliser. J'essaye d'avoir toujours du temps, en fait. C'est toujours passionnant et plein de surprises. C'est assez drôle parce qu'en fait, toi et moi, ce podcast, c'est un peu improvisé en dernière minute et c'est toujours assez marrant. Ce qui me surprend comme ça, c'est le talent, et j'aimerais que tu m'expliques comment tu l'as vécu, de Taig, qui est quand même un autodidacte assez incroyable. Toi, tu es un polytechnicien, donc vous avez quand même potentiellement... On est aux antipodes. Aux antipodes sous plein d'aspects, surtout sur un projet qui est quand même assez technique. On pourrait arriver avec plein de préjugés sur on-off et sur Taig Chris, se dire, attends, mais le mec, il a sauté de la tour Eiffel, il faisait du roller, c'est bien, mais bon, il a une bonne idée, ok, mais l'exécution, tu vois, comment tu le définirais ? Pourquoi tu y es allé Parce que Taig est un mec incroyable. Incroyable d'énergie, incroyable de vision aussi, parce que, il rentre pas forcément dans tous les détails, quoiqu'il y a certaines parties, notamment le design, ça le passionne. Donc, la moindre petite virgule sur le site web, c'est lui, ou sur l'application, c'est lui qui l'a défini. Donc, tout ce qui est design, tout ce qui est visible, en fait, c'est son dada. Après, comment la plomberie marche derrière, c'est moins son truc. Mais il s'est trouvé les bonnes personnes. Il s'est trouvé les bonnes personnes. Il a l'idée du résultat qu'il veut atteindre. Et après, c'est aux autres de se démerder pour y arriver, quoi. Ok. Voilà. Donc, avec une forme d'exigence importante
C'est l'exigence du type qui se dit, de toute façon, il n'y a pas de limite, mon idée, elle est réalisable, forcément, vous ne savez pas encore comment le faire, mais c'est pas grave, ça va être faisable. Et quand on a un type comme ça qui vous pousse, vous trouvez les solutions. Hein. Trop bien. Tout le monde trouve des solutions. Et donc toi tu viens d'où en fait? Parce qu'avant tout ça, avant Nickel, qui est arrivé finalement assez tardivement, en tout cas dans un parcours déjà d'investisseur, tout ça, quelque part co-investisseur, entrepreneur, tu reprends les choses au début, mais tu viens quand même à chaque fois avec de l'argent. Cet argent, il est tombé du ciel? Non, pas vraiment, non. Pas vraiment. Alors déjà, je viens de Montpellier, comme Arnaud. Personne n'est parfait. Voilà. Non, j'ai trop d'amis Montpellier, c'est un problème, je sais pas ça ce qui se passe. Ça commence à être... j'ai commencé ma carrière. Au début, je me disais, il faut que je travaille dans une grande boîte, mon premier job, juste pour apprendre à travailler, apprendre à bosser. Classique, voilà. Ça c'était la classique avant. Je savais que ça m'allait pas au teint, que de toute façon je m'y plairais pas, mais je me suis dit il faut se taper ce pensum. France Télécom ? Non, American Express. Ouais, pas mal aussi. Voilà. Okay. Alors j'ai eu une chance incroyable, puisque dès le début, je suis devenu directeur du développement informatique d'American Express. Monde. Premier job, France. Ok. Mais c'était déjà 1000 personnes, c'était assez gros. En France, il y avait 1000 personnes. Oui. Et tu avais des stocks? Non. Des actions? Non. Ah, dommage, parce que avoir des années 80, ça? C'était en 85. Parce que là, tu aurais pris un petit... Même 10 000 dollars de stock, je pense que ce serait déjà 1 ou 2 millions, non? Je ne suis pas resté très longtemps. Okay. Puisqu'en fait, donc rapidement, je suis devenu le directeur informatique d'Amex. Et, mais une action chouchoute de Warren Buffett, il me semble. Oui, absolument. Ouais. Okay. Parce que, c'est des revenus récurrents, c'est un truc, il n'y a pas de raison que ça baisse. Combien de temps? 2 ans. Belle boîte? Très belle boîte. Qu'est-ce qu'on apprend en 2 ans? Très bon esprit. Vraiment, les gens s'entraident beaucoup. Alors, c'était une boîte, moi, à ma surprise, c'était une boîte qui avait 2 piliers, l'informatique et le marketing. Ouais. C'était le 4e client mondial d'IBM à l'époque, donc c'était quand même, c'était gros. Et tout se basait sur du marketing direct. Donc moi, j'ai appris le marketing chez American Express. Et puis au bout de 2 ans, j'ai eu une chance énorme, puisque le PDG d'American Express de l'époque est venu me voir un jour dans mon bureau et puis il m'a dit, voilà, Thierry, est-ce que ça te dirait qu'on parte d'American Express? Donc lui, il était 2 crans au-dessus de moi dans l'organisation. Et il me dit, est-ce que ça te dirait de partir et d'aller créer une banque? Donc voilà, une banque pour un groupe hollandais qui s'appelait Robeco. Et auquel j'avais fait visiter les installations d'American Express, d'ailleurs, il y a quelques mois avant. Et moi, je me suis dit, j'ai 25 ans, aller créer une banque, ça me paraît gonflé. Mais je me suis dit, dans le même temps, c'est une opportunité qui doit se présenter qu'une fois dans la vie, donc il faut que je la saisisse. Donc je suis parti, on s'est retrouvés avenue Georges V, en face du Fouquet's, sur un plateau où il n'y avait rien. Il y avait mon ancien PDG et moi j'avais une table avec un tréteau. Et tu bossais avec des Hollandais à Paris pour créer une banque en France ? Alors, les Hollandais, on ne les voyait pas. En fait, ils nous avaient dit, voilà, on vous donne de l'argent et vous nous créez une banque ex nihilo. Française. Ok. Une maison de titres à l'époque, puisque article 99. On parle d'il y a très très longtemps. Et donc, le projet était juste dingue, quoi. Il fallait à ce moment-là, tu as créé la BNP, donc c'est ça. Exactement. On a créé tout le système de back-office bancaire, plus tout le système de front-office et de campagne marketing. Donc, c'était passionnant. C'était une banque sans agence. Une des premières. À l'époque, il y avait juste Cortal et Robeco qui n'avaient pas d'agence et qui vendaient des placements. Il n'y avait même pas le Minitel. Ah non. Enfin, le Minitel venait d'arriver. Oui. Et donc, vous faisiez quoi? C'était du marketing téléphone direct, des lettres, courrier. Des lettres, voilà. On collait les timbres. Une expérience extraordinaire. Combien de temps? Alors là, j'ai passé longtemps. J'ai passé 7 ans. Comment ça s'appelait? Robeco. Robeco, ça veut dire Rotterdam Beyering Consortium. Et c'est le consortium d'investissement de Rotterdam. C'est eux, en fait, qui avaient, en 1929, ils avaient inventé un concept qui était un club d'investissement, donc avec des riches hollandais de Rotterdam, qui mettaient leur argent en commun pour investir, après la grande crise de 1929. Et les statuts de Robeco, ils s'étaient cotés en bourse, le produit qu'ils avaient fait. Donc, c'était ouvert à plein de monde. Et en fait, le concept de SICAV en France a été pompé sur les statuts de Robeco 30 ans plus tard.
Ok, donc tu t'envoyais pas de carte bleue à l'époque. T'avais un carnet de chèques ou même pas? C'était une banque. Tu voulais juste investir. Purement du placement. Voilà. Donc tu recevais des placements. On recevait des placements, on les investissait dans les produits qui étaient distribués. Moi, donc après avoir créé tout le système informatique de cette banque, je suis passé de l'autre côté de la barrière. Donc j'ai pris la responsabilité du marché des particuliers, donc je suis devenu directeur marketing, quelque part. Et donc j'ai utilisé les outils que j'avais créés. Et bon, il faut qu'on aille vite, parce que sinon je vais... Mais quand même, en 89, tu m'as dit 87. 87 et combien 94. De temps c'est quoi? C'est l'AMF qui te délivre un... Oui. Alors, ça s'appelait pas l'AMF à l'époque, ça s'appelait la COB, mais oui. La COB, oui. La Commission des opérations de bourse, c'est ça? Absolument, voilà. La COB, elle doit te délivrer un statut de banque. Alors, on avait ça, on avait un statut de... Alors, ça s'appelait pas banque à l'époque, ça s'appelait maison de titre, mais c'est sous la loi bancaire. Et quand on créait des produits, on allait les faire valider par la COB, donc on faisait la fiche descriptive, puis on allait plaider notre cause. Et après, tu les arrosais sur toute la France par courrier, quoi. Exactement. Ok. Ça, t'étais cofondateur? Oui, il y avait. Tu étais actionnaire ou quand même? Non, c'était une fondation. Mais il fallait tout créer de A jusqu'à Z. Donc c'était une aventure entrepreneuriale. D'accord, mais c'est pas là où tu as pu gagner de l'argent. Non, là, j'ai pas gagné d'argent. Salarié, enfin, je veux dire. Absolument. Ok. Et après, donc, j'ai fait une brève incursion chez GE Capital parce que. General Electric. Ouais, General Electric qui venait de racheter. Pardon, quand tu fais ça, que tu y arrives, que tu montes ce truc. T'as pas un petit truc où tu te dis, mais quand même, j'aurais pu croquer, avoir un petit bout, parce que c'est quand même moi qui ai tout fait, enfin nous qui avons tout fait. Si, l'idée m'avait traversé l'esprit, oui. Il y a un moment mais j'estimais que j'étais encore... Bon, d'abord, quand j'ai commencé, j'étais très jeune, donc je pouvais pas avoir cette prétention-là. Puis après, de toute façon, c'était une fondation, donc c'était pas possible, juridiquement. Mais en revanche, quand je suis passé, donc j'ai fait une brève incursion chez GE Capital juste pour confirmer que les grosses boîtes, c'était pas pour moi. Et donc immédiatement après, je suis reparti dans une start-up qui s'appelait Euronet. Qui maintenant n'est plus une start-up. Elle est cotée au Nasdaq, elle vaut 5 milliards de dollars. Et, c'est plus une start-up loin de là. Mais à l'époque où moi j'y suis rentré, c'était encore une start-up. Et l'idée de Euronet, c'était d'installer des distributeurs de billets et de les opérer, donc charger l'argent et facturer les transactions à la banque qui émettait la carte qui utilisait ce distributeur de billets. Tu sais qu'il y a un business en ce moment aux États-Unis, je ne sais pas si tu l'as suivi. Il y a des types qui font ça, mais dans à États-Unis, Canada, des indépendants qui reprennent ce business, qui font un fric monstrueux. Ouais. Mais si c'est bien géré, c'est un super business. En revanche, ça demande énormément de cash, parce qu'il faut un distributeur de billets, c'est cher, louer l'emplacement, c'est cher, gérer les brinks et autres pour venir alimenter, c'est un casse-tête opérationnel de dingue. Mais tu crois qu'il y aurait de la place en France pour faire ça? Mais je l'ai fait en France. Mais on peut pas, je pourrais pas aller, parce qu'eux, ils les mettent là-bas aux États-Unis, beaucoup, tu sais, des petits distributeurs, ils te les mettent dans les Franprix ou les choses comme ça. Voilà, nous, on faisait ça aussi, on les mettait dans les centres commerciaux, dans les galeries marchandes, dans les vitrines des McDonald's, tu vois, dans les trucs comme ça. Et ça marchait bien. Donc moi, j'ai été responsable de la France, puis de toute l'Europe de l'Ouest, donc l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, etc. Et puis après, je suis revenu à un truc qui me fait marrer, c'est-à-dire les nouveaux produits. Donc j'ai pris la responsabilité de la création des nouveaux produits pour ce groupe. Voilà. Et un des premiers nouveaux produits que j'ai introduit, c'était le rechargement de téléphonie mobile prépayée. Là, on est au milieu des années 90, donc les téléphones mobiles prépayés viennent d'arriver. C'était en 94, je crois, que ça a été introduit sur le marché. Ou quoi? C'était pas, il y avait non, pas le Bebop, de GSM. Le Bebop, si, c'était le GSM. Ah bon? Oui, le GSM avec une carte prépayée. Donc, il y a pas mal de personnes qui voulaient pas avoir des forfaits, ils voulaient pas s'engager sur ces abonnements. Donc, le marché du prépayé, c'était un vrai marché. Et donc, nous, on s'est dit, on a des distributeurs de billets dans 16 pays. On va ouvrir ces distributeurs à un autre type de transaction électronique, rechargement de téléphone. Donc très rapidement, on a développé ça, puis après on s'est mis à acheter aussi des boîtes qui faisaient la même chose, mais au travers de TPE, donc des commerçants qui vous encaissaient votre billet de 20 € et qui sur leur TPE faisaient le rechargement. Et très rapidement, on est devenu numéro 1 mondial de cette activité.
avec, je crois, 200 000 points de contact. Ce qui a explosé, alors je ne sais pas si c'est vous, mais en Afrique notamment, ensuite et tout. Alors l'Afrique, c'est un peu différent. C'est du mobile money, mais là, c'était... Oui, même ils achètent des cartes à gratter avec des pins dessus que tu dois mettre sur ton téléphone et tout. Mais moi, je te parle d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, ça n'existait pas du tout en Afrique. Et ça existait dans pas trop d'endroits, en fait. Voilà. Okay. Et après... Toujours pas ta boîte, du coup. Non, mais là, j'avais des stocks. Ok. Là, j'avais beaucoup de stocks. Ok. Parce que je faisais partie des... T'es arrivé, vous étiez combien ? T'es reparti, vous étiez combien ? Je suis arrivé, on devait être sur 7 ou 8 pays, on devait être 50. Ok, ouais. Donc, tu vois, c'était que dalle. Et quand je suis parti, on était déjà 1000. Ça a continué à croître après. Juste pour comprendre, et peut-être, je sais pas si aujourd'hui c'est comparable, mais tu négocies quoi comme stock ? J'ai des cas autour de moi, là, quand tu arrives, tu as 20, 30, 50 personnes sur des boîtes comme ça. C'est quoi la négo de stock ? C'est quel montant soit par rapport à ton salaire, soit ce qu'il faut se dire, je sais pas, c'est 20 000, 30 000 euros, c'est 100 000, 200 000 euros c'était beaucoup plus que ça, ouais. Oui, c'était... il faut que je me remette dans les chiffres de l'époque, mais c'était du genre un an de salaire chaque année. Ok, 1 an de salaire chaque année, très bon input, et avec un objectif de faire x10, x100. Largement. Ouais. Oui, donc en effet, tu peux prendre 100 ans de salaire chaque année, ça, c'est tout pas de mal, suite, ça change un peu ta vie. Donc non, ça a été une vraie expérience entrepreneuriale, parce que justement, comme on en parlait tout à l'heure avant l'émission, il y a eu des hauts et il y a eu des bas. C'était au moment de la bulle du dot-com, donc il y avait tout cet engouement il fallait mettre du dot-com partout, etc. Et quand ça se retourne, il faut ajuster les effectifs. On a été amené à faire des choses un peu compliquées, mais à l'américaine. Donc on s'est réunis avec le patron, enfin l'équipe dirigeante, et puis on a dit voilà, il faut qu'on vire un tiers des employés. Lundi, ils sont plus là, quoi. Donc vendredi, on leur a annoncé, et lundi, ils étaient plus là. C'est violent, c'est évidemment infaisable en Europe, et en tout cas en France, mais ça sauve la boîte. Donc on est passé par tous ces éléments-là, quoi. Mais c'est très formateur. Très formateur. Et alors ça, c'est une boîte toi, tu as fait la cotation, tu étais encore dedans quand elle a été cotée ? En fait, elle a été cotée 1 an, ou même pas 1 an après que j'y sois arrivé. Elle a été cotée 200 fois les pertes. C'était un concept totalement dingue. C'est-à-dire que voilà, c'est une boîte qui perdait de l'argent un max. Il faut faire attention parce que tu vas promouvoir la idée. Ouais, voilà. Bon, alors il faut perdre beaucoup. Faudrait que je perde un peu plus quand même cette année parce que 200 fois les pertes. Mais il y avait énormément besoin de cash pour développer ce réseau de distributeurs de billets. Ça, c'était le premier business. Tous les autres business qu'on a développés après ne demandaient pas de cash, ou très peu. Ok. Voilà. Mais au début, c'était marrant. Donc après, oui, on avait une boîte cotée, donc c'était plus simple de filer des stocks ou de revendre ces stocks si on en avait envie. Donc le filigrane dans tout ça, c'est quand même d'un début chez Amex jusque-là, t'es que dans de la finance, finalement. Oui. Finance électronique, quoi, quelque part. Voilà, transactions financières électroniques, ça tournait autour de ça, ouais. Sachant que finalement, c'était le tout début chez Amex, il devait y avoir déjà avant quand même les banques qui devaient bien savoir. Par exemple, chez Amex, j'ai installé le premier terminal de paiement électronique. Ah, ok. De France, d'ailleurs. Même pas que d'Amex. Donc c'était marrant, c'était chez Vuitton, là. Et tout le monde regardait ça bizarrement. C'était avant que ça appartienne à Bernard Arnault, peut-être même, du coup. Oui, tout à fait. Absolument, oui. Ok. Et alors, tu as continué que dans de la finance ? Alors après, en fait, j'ai quitté Euronet. Ce qui est marrant, c'est qu'on-off, tu restes encore assez proche de ce que... Enfin, c'est pas finance, mais tu es quand même sur du numéro de mobile on the go. C'est très similaire. Et nickel, évidemment, tu restes dans de la banque. C'est assez drôle. Tu es toujours proche aussi du grand public, finalement, B2C. Je suis beaucoup dans le grand public, historiquement, oui, et beaucoup dans tout ce qui est dématérialisé, tout ce qui est électronique. Sachant que moi, j'ai toujours eu une aversion pour les usines. Je trouve que ça fait du bruit, c'est sale, ça me plaît pas.
Mais en revanche, tout ce qui est algorithmique, tout ce qui est électronique, tout ce qui est dématérialisé, ça me plaît bien. Les usines sont de moins en moins sales, je crois maintenant. Sans doute, mais bon, j'y mets pas les pieds quand même. et donc quand j'ai quitté Euronet parce que je faisais trop de voyages, j'étais responsable du business development pour tous les pays sauf l'US, le non-domestic, comme il disait. Donc je vivais dans les avions et du coup je voyais pas grandir ma fille, donc je me suis dit bon, il y en a ras-le-bol. Au lieu de faire ça toute l'année, je vais partir puis je vais créer ma boîte qui va faire une partie de ce que je fais, donc toujours le rechargement de téléphone mobile, mais en France. Okay. Donc c'est comme ça, j'ai fondé ma boîte. Qui s'appelait SRD, Société de rechargement dématérialisé, comme son nom l'indique. Et en fait, c'est là où je me suis rapproché des buralistes. Très fort le nom, quand même. Ouais. Tu t'es arraché. Une épreuve marketing. Ouais. Mais bon, personne ne le connaissait, personne n'avait besoin de le connaître, donc le Seigneur n'a pas passé 20 ans à trouver un nom. Et donc là, on s'est rapproché des buralistes, puisque c'est eux qui vendaient les recharges à l'époque. Et donc, je me suis rapproché d'une boîte qui s'appelait Bimedia, qui, eux, vendaient la caisse enregistreuse aux buralistes. Bon. Et donc, la caisse enregistreuse, pour moi, c'était un ordinateur qui me permettait de vendre mes services à valeur ajoutée au travers de cette caisse. Connectée, cette caisse. Elle était connectée à Internet, oui, donc à ADSL. Oui, là, on est dans les années 2000, 2007, bien sûr. C'est la première fois qu'ils connectaient leur caisse, j'imagine, plus ou moins. Oui. Eux, ils venaient. C'était une start-up aussi. Ils avaient été créés quelques années avant, 2-3 ans avant. Donc voilà, c'était très moderne. Et on est arrivé sur le marché. À l'époque, le marché, il était dominé par la Saïta. Ouais, les clopes. Les clopes qui avaient le monopole de la distribution des clopes aux buralistes. Donc ils étaient quand même ils financent le buraliste. Quand il part à la retraite, c'est grosso modo la Saïta qui le paye. Enfin, moi, c'est une vraie. Non, tu l'as pas dit. Je l'ai pas dit, je vais pas le dire. Voilà, mais c'était compliqué comme marché. Mais on est arrivé avec une proposition une baronnie, une proposition de valeur qui était plutôt décoiffante pour les buralistes. Ça leur simplifiait la vie énormément à tout point de vue. Je peux rentrer dans les détails, mais et du coup, en quelques années, on a pris un tiers du marché et on a dépassé Saïta. Là, tu parles de la caisse ou du Les deux. Parce que toi, t'étais pas intégré dans la, t'étais intégré dans la caisse, mais t'étais pas. J'avais un contrat d'exclusivité avec Bimedia. Ok, t'avais pas. Et puis au bout de quelques années, je sais plus combien, 5-6 ans, je crois, on a décidé de fusionner Bimedia et SRD. Ok. Parce que ça permettait d'intégrer la chaîne de valeur. Et donc là-dessus, SRD, donc tu permettais de faire une recharge des mobiles. C'est ça. Donc c'était quoi, Mobicart Oui, voilà. Il y en avait une SFR, ça c'était exactement, Orange, il y a SFR, Bouygues, Orange. Parce que ça, ils savaient pas le faire tout seuls, ils avaient besoin de toi. Parce que c'est... Alors, c'était compliqué. Pour un buraliste, alors d'abord, ils vendaient des cartes physiques. Donc ça, c'est les scratch cards, comme ils l'appelaient. Donc c'était merdique parce que ça faisait des stocks, ils pouvaient se faire voler. C'était les cartes que comme je te disais, en Afrique du Sud, comme le millionnaire là. Donc ça, ils aimaient pas trop. Strator, Saïta, ce qu'ils proposait, c'était un mode opératoire dans lequel le buraliste devait prévoir ses ventes, faire ses commandes, recevoir les codes correspondants, et puis s'il avait mal estimé ses ventes, soit il était à court, soit il avait sorti de l'argent pour rien, et là, la trésorerie d'un buraliste, c'est pas plantureux. Donc nous, on arrivait avec un business model dans lequel on leur disait, voilà, vous avez la caisse, vous appuyez sur le bouton, vous vendez, vous vous préoccupez pas, ni des commandes, ni du stock, nous on gère ça, et à la fin de la semaine, on va vous facturer ce que vous avez vendu. Donc vous n'avez jamais d'argent à avancer. Voilà. Donc pour le buraliste, c'était un business model simple. Et donc ça nous a permis de monter très rapidement, puisque en première année, on a fait 5 millions, la deuxième 12, la troisième 50, la quatrième 100. Et sur 5 millions, toi, t'en verses combien aux opérateurs, combien aux buralistes? Comment ça se passe? On ne verse pas aux opérateurs, nous on achète les minutes aux opérateurs et on reverse aux buralistes le prix de la minute, on leur verse 5% de commission, quoi. Ok, donc par exemple, j'achète une carte à 10 euros. À 10 euros pour 60 minutes, par exemple. Peu importe, voilà. Ça fait un peu cher les minutes, mais à 10 euros pour 60 minutes. Voilà, moi je l'achète peut-être 9,30 € et je la vends 9,50 € au buraliste. Ok.
Et lui, il la vend 10. Il la vend 10. Donc, il prenait 50 centimes. Toi, tu prenais moins que lui, en fait, 20 centimes. Oui. Et celui qui prenait le gros, ça restait quand même l'opérateur. Mais lui, il fournit le service aussi. Voilà, il paye ses antennes. Et si jamais cette carte n'est pas utilisée, je veux dire, si les minutes sont... Parce qu'il y en avait qui étaient perdues au bout d'un moment, ou c'est l'opérateur. Ça, c'est le problème de l'opérateur. Okay. Donc, toi, ce que tu gagnes, c'était 20 centimes sur 10 €. Quoi. Canal de distribution. Petite marge. Gros volume. C'était ce genre de truc, c'était 2%. À peu près, ouais. Ok. Ouais. Ok. 2-3% sur la téléphonie. Après, moi, très rapidement... Avec un récurrent monstrueux. De dingue. C'est magnifique. Enfin, c'est... Moi, de toute façon, je ne crois que dans les business qui sont à revenus récurrents. Okay. Sinon, ça vaut pas la peine. Recommencer tous les matins, c'est pas mon truc. Et donc, rapidement, j'ai introduit un autre produit qui était de la monnaie électronique pour payer les jeux, puisque c'était le début des paris en ligne et tous ces trucs-là. Donc ça aussi, ça s'est vendu comme des petits pains. La monnaie électronique. Oui. C'était des bitcoins, quoi. Des cartes, mais qui valaient 10 €, pas pour acheter des minutes, mais pour payer 10 € sur le site de Winamax ou de Poker Online ou je sais pas quoi. Plutôt que de le faire avec ta carte parce que les gens voulaient pas sortir leur carte, c'est ça. Déjà, il y a des gens qui n'ont pas de carte, et il y a des gens qui veulent pas payer par carte parce que leur femme voit qu'ils payent, ils jouent en ligne ou des choses de ce genre. Donc voilà, le prépayé, ça permet aussi d'être assez confidentiel. Définissons les choses de ce genre. Voilà. Et d'accord. Donc ça, c'était dans le même business que tu as fait ça. Dans le même business. Et ça, tu l'as revendu ? Et oui. Et donc après avoir fusionné avec Bimedia et intégré toute la chaîne de valeur, 2 ou 3 ans après, en 2015, on a vendu tout ça à un fonds d'investissement du Crédit Agricole. Je ne me souviens même plus de son nom. Omnes. Voilà. Qui l'a développé Qui l'a pas vraiment développé, qui a essayé de le revendre 3-4 ans après à la Française des Jeux. D'accord. Ce qui était totalement logique. Moi, j'avais approché la Française des Jeux à l'époque, mais ils voulaient pas fusionner leur matériel et le nôtre. Je trouve idiot, mais bon. Le deal a capoté pour des raisons pendant le Covid, pour des raisons de concurrence ou de j'ai pas très bien compris pourquoi ça a capoté. Et là, ça a été racheté par une boîte, un fonds, un groupe qui fait de l'informatique. J'ai pas suivi. À partir du moment où je suis sorti. Hein. Donc voilà. Donc ça, je l'ai vendu en 2015. Et à cette occasion, pendant ce moment-là, pendant le moment SRD Bimedia, puisqu'on revient à Compte Nickel dont on parlait tout à l'heure, il y a Riyad Boulanoir, donc qui est venu me voir. Un matin, on a pris un café ensemble puisqu'on se connaissait d'une vie d'avant. J'avais acheté sa boîte dans le cadre de Ronet. Voilà, donc on était déjà en contact. Et il me dit, je veux créer une banque, un établissement de paiement et proposer les services via Internet. Bon, comme peut le faire Revolut ou. Et moi, je lui ai dit, écoute, ok, mais Internet, c'est compliqué pour vendre, alors que moi, j'ai un réseau à l'heure actuelle de buralistes où on voit passer 2 millions de personnes tous les jours. Donc, si tu veux, on peut le commercialiser via ce réseau de buralistes. Il y a une audience déjà, quoi. Ça, c'est fou, parce que tu as réuni un peu tous tes métiers du passé aussi, la banque, le buraliste, Et donc, Riyad a trouvé l'idée intéressante, et donc c'est comme ça qu'il a changé l'idée de No Bank à l'époque. Ça s'appelait pas Compte Nickel, ça s'appelait No Bank. Et on a du coup, avec Bimedia, été le distributeur exclusif de Compte Nickel pendant les 2 premières années. On leur a présenté la Confédération des débitants de tabac, on les a convaincus d'arriver au capital, histoire de sceller le partenariat et d'être sûr que les buralistes allaient continuer à distribuer Compte Nickel. Voilà. Et donc ça a été une aventure extraordinaire, parce qu'en même pas 4 ans, le truc a explosé et est arrivé à une valeur. Oui, moi j'étais depuis le début. Hein. Ouais. Donc j'étais, au moment où j'ai donné l'idée à Riyad, j'ai mis un petit peu d'argent dedans et c'est probablement une des meilleures affaires de ma vie. Hein. Ouais. Donc, pareil, tu étais en centaines de milliers à chaque fois ou... Oui. Là, j'ai multiplié ce que j'ai mis, il faudrait que je fasse le calcul, mais par 400. Ouais, pas mal en 3 ans. Le petit 200 000 € qui devient 80 millions, c'est pas autant, mais bon. Mais c'était bien. Ouais, tu m'étonnes. Le 400, c'est vrai que c'est un... Je me suis trompé sur le 400, donc 40,
4 fois 400, non c'est ça, 200 000 ça deviendrait 80, on est bien d'accord. Ouais. Et incroyable. Non, c'est vrai que le fois 400, quand on y arrive, on n'en fait pas beaucoup dans sa vie, généralement. Extra, et donc depuis ces histoires... C'est là où, c'était en 2016 pour le compte Nickel, 2015 pour Bimedia. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, j'ai plus rien à faire, j'ai beaucoup de temps, j'ai un peu d'argent. Je vais faire le business angel. Et c'est là où j'ai rencontré Taeg, j'ai rencontré d'autres entrepreneurs qui m'ont amusé, qui m'ont intéressé et dans la boîte desquels j'ai mis un peu d'argent. Il y a, si je vais au confluent, on dit, c'est ça ? J'essaie de soutenir mon langage. De la finance, justement, je sais pas, du retail, etc. Il y a encore, tu crois, des opportunités. C'est vrai même au moment de compte Nickel, on a une tendance à les délaisser, ces trucs-là, parce que tu veux faire des trucs, je sais pas, plus grandioses, plus de panache, etc. Tu crois qu'il y a encore beaucoup d'opportunités là-dedans ? Je pense qu'il y a des opportunités toujours et partout. Et il suffit d'être attentif et de pas avoir peur de les saisir. Parce que parfois ça ressemble à rien, on se dit c'est un peu risqué, mais si on a une petite voix intérieure qui vous dit ce truc est intéressant, il faut essayer. Ce qui est marrant, c'est que tu vois, c'est vrai que moi j'avais bien en tête Riyad et Hugues, et je savais qu'il y avait, je pense que je savais que tu étais dans les parages quand même, tu étais dans une picture que j'avais en tête, en tout cas dans le compte Nickel, mais c'est assez drôle de voir ces ingrédients parce que, en fait, compte Nickel, sans Riyad, probablement sans Hugues à un moment, mais serait pas devenu sans toi. Je veux dire, le coup des bureaux de tabac, ils n'auraient pas convaincu toutes ces personnes aussi vite, il n'y aurait pas eu cette caisse, et en fait, ça aurait eu une trajectoire totalement différente. En fait, c'est marrant. C'est sûr. Oui. Non, mais ça a été un bon alignement de planète. Oui. Et tu as eu des mauvais alignements de planète sur tout ce parcours ? Tu as eu des gros fours, des grosses gamelles ? Non, pas vraiment. J'ai eu des frustrations. Bon, je parlais tout à l'heure de GE Capital. Franchement, je me suis fait chier. Donc, ça, c'était pas marrant. Après, dans les investissements que j'ai faits, il y a eu des boîtes qui ont eu des difficultés. Ça, c'est la vie, hein, c'est normal. Il y a des boîtes qui se plantent. Mais c'est pas... il n'y a rien de tragique à ça, quoi. Ça fait partie de la vie. Et pourquoi l'aventure OVNI ? Pourquoi ce choix ? Il y en a plein. Finalement, toi, il y en a certains qui arrivent sur le marché avec un peu d'argent, peut-être en ce moment, qui je comprends. OVNI, toi, finalement, tu bourlingues dans les invests depuis longtemps. Pourquoi tu choisis la team ? Pour être honnête, c'est essentiellement grâce à Arnaud. Parce que je le connais depuis longtemps, je le connais depuis 10 ans. On a été au tout début d'On-Off ensemble, on s'entend très bien. Moi, je trouve que c'est un type qui a à la fois une éthique et une énergie extraordinaire. Donc j'ai envie de faire un bout de chemin avec lui, quoi. Voilà, c'est tout. Après, c'est vraiment les gens qui drivent le truc. C'est pas tellement le sujet. Moi, je sais pas dans quoi il va investir, peu importe. Mais après, il te demande ton avis. J'ai l'impression sur la fintech au moins. Hein. Mais c'est pas pour ça. C'est pas pour ça que j'ai mis de l'argent. Il investirait dans tout sauf la fintech. Je mettrais quand même de l'argent dans OVNI parce que je crois en lui. C'est tout. Il a un côté singulier. Il est un peu à part, Arnaud, non ? Oui, un petit peu, ouais. Il se prend moins au sérieux que les autres. Déjà, et ça me plaît bien. Moi, j'aime bien les gens qui se prennent pas au sérieux. Et puis, il est droit. Il est voilà. Ça transparaît. Donc, c'est agréable de discuter avec lui. C'est agréable de voir comment il prend ses décisions. Voilà. Donc, ça me plaît bien. Et comme je le disais tout à l'heure, de toute façon, moi, quand ça me plaît, j'y vais. Et quand je m'emmerde, je m'en vais. Donc, pour l'instant, ça me plaît. Non, mais je trouve ça intéressant, l'adhésion parce qu'en effet, Arnaud, moi, c'est lui qui m'a convaincu. Il a convaincu beaucoup de monde. Il arrive aussi à convaincre pas mal d'entrepreneurs, que ce soit nous qui soyons à bord. Là, tu vois, il se trouve que c'est pas tous. Hein. Et là, il y en a un en plus qui est venu sur mon podcast récemment. Je l'ai pas mauvaise dans le sens où, évidemment, il fait ce qu'il veut et tout ça, mais on n'a pas réussi et ça m'agace à le convaincre. Mais généralement, on est quand même de tous les bons deals. Dès qu'on veut vraiment y être, on y est. Je crois que c'est la première fois qu'il y en a un qu'on n'a pas là.
Mais on est arrivé trop tard. Et c'est probablement plus de ma faute. Mais ce qui est drôle aussi, c'est que ce combo avec Augustin et Thomas, mais aussi Augustin qui a un côté très... en fait, peut-être plus banquier... plus VC traditionnel. VC, ouais. Mais qui est bien parce que en fait, j'ai vu des rendez-vous dans lesquels je sentais... alors que bizarrement, l'entrepreneur en face de nous qui hésitait à investir était vraiment de la trempe d'Arnaud, c'est-à-dire plutôt assez original, etc. C'est quand Augustin est arrivé plus rassurant que ça l'a fait basculer. Oui, bon, après, tout le monde... On peut pas déterminer pourquoi les gens vont être intéressés. Moi, je connais moins Augustin parce que je l'ai vu quand il a rejoint Arnaud, donc il y a 1 an et quelques. Arnaud, je le connais depuis 10 ans, donc c'est sûr que j'ai beaucoup plus de proximité avec Arnaud qu'avec Augustin. Mais effectivement, il a l'air d'être plus traditionnel. Est-ce que tu saurais me dire pourquoi un entrepreneur devrait rejoindre OVNI devrait solliciter OVNI plutôt qu'un autre fonds, tu crois ? Alors, je pense que les VC, ils disent tous l'inverse, hein, mais à part apporter de l'argent, ils ne font pas grand-chose. Ils vous disent tous qu'ils vont vous aider à recruter, qu'ils vont vous aider à faire du marketing, qu'ils vont vous aider... Tout ça, bon. À l'épreuve des faits, je n'ai pas l'impression que ce soit vrai. Arnaud... L'avantage que j'y vois, c'est que, en tout cas dans l'expérience que j'ai eue au travers d'Onoff de ce que fait Arnaud, il met les mains dans le cambouis. Clairement. Oui. Donc, c'est pas juste des paroles. Il le fait. Je veux dire, il gérait la communication de Taïg, il gérait les événements d'Onoff. Voilà, c'est lui qui le faisait. Donc ça, déjà, pour moi, c'est un point énorme. Comme ils ne dorment pas, ces gars-là, en plus, ils en font beaucoup. Ouais, ça, c'est sûr. C'est clair. C'est quand même, ça n'a pas de prix. Et puis, qui fait dans la bonne humeur. Et là encore, sans se prendre au sérieux, quoi. Sans vous faire la leçon, Et moi, je trouve que... j'ai vu ça souvent dans les boîtes dans lesquelles j'ai investi. Puisqu'en général, quand j'investis dans une boîte, j'aime bien faire partie du board... parce que je veux pas être un simple investisseur financier. Moi, ce qui me plaît, c'est le projet. Donc, j'ai besoin d'être plongé dans le truc et de vivre la vie de l'entrepreneur aussi. Et souvent, dans les boards, j'ai des VC à côté ou des gens qui sont plus à consonance financière, bancaire, etc. Et ça me frappe de voir à quel point on a des points de vue totalement différents, quoi. Les VC ou les banquiers, entre guillemets, n'ont aucune considération pour la vie de l'entrepreneur, pour les galères qu'ils se tapent, quoi. Ils ont jamais vécu ça, donc ils peuvent pas véritablement l'apprécier. Alors que moi, j'ai plutôt tendance à être compréhensif parce que j'y suis passé aussi, et donc les nuits blanches, les tas de tombereaux de merde qui vous tombent sur la tête, j'ai vécu. Donc je suis plus en train de me dire comment je peux aider que tu m'as pas envoyé le reporting ou ton cash flow est pas bon ou vraiment. Je pense qu'il y a une partie de ça qui a changé chez beaucoup de VC, je dois te le dire. Je le ressens un peu, mais je pense qu'en revanche, tu as raison sur la promesse chez OVNI, chez Arnaud, avec toute l'équipe, c'est vraiment un truc de ouf. C'est-à-dire que le réseau, les mises en relation, la tactique, même les hacks vraiment techniques d'usage pour être capable de relier les personnes. Moi, je l'ai trop raconté ici, hein, mais la manière dont Arnaud est venu me chercher, c'est d'une intelligence affective et émotionnelle hallucinante. Hein. Ouais. Et donc, voilà, c'est presque une manipulation, mais dans le bon sens du terme, Arnaud. Je t'ai vu, je te vois. Très cool. Écoute, t'as une grille d'investissement, je sais pas, un play, un truc, des petites choses, des croyances profondes qui pourraient m'aider, moi, si je veux investir demain, si j'ai pas investi. Bon, après, oui, moi, il y a ce que je disais tout à l'heure, hein, je ne me sens bien qu'avec des revenus récurrents.
Sinon, les business models où tout est à recommencer tous les jours, où il faut aller trouver des nouveaux clients, etc. Je trouve que c'est pas rassurant, quoi. Nouveaux clients, enfin revenus récurrents, boule de neige, voilà, une fois qu'on est break-even, on est break-even pour la vie. Ça me plaît bien. Ensuite, la deuxième grosse croyance, et les années que je viens de vivre ont été difficiles de ce point de vue, c'est que moi je pense qu'une boîte doit gagner de l'argent. Elle doit être profitable. Donc tout ce modèle économique dans lequel je vis depuis que je suis business angel, où perdre de l'argent, c'est pas grave, il suffit de lever des fonds, j'ai un peu de mal à comprendre, quoi. Et bon, c'était des discussions que j'avais avec Taïg régulièrement. Je disais, non, l'important, c'est quand même qu'on se mette à gagner de l'argent, parce que c'est notre indépendance que l'on gagne avec ça. Après, on peut faire ce qu'on veut, on peut décider d'investir ou de ne pas investir, mais au moins on est libre. Tous les gens qui perdaient de l'argent ou qui perdent de l'argent, comme il y a un tarissement quand même énorme du funding, ils vivent des mauvais moments, quoi. Donc, à l'époque, les VC me traitaient de dinosaure parce que je disais qu'une boîte devait gagner de l'argent. Depuis, ils ont un peu changé d'avis et ils trouvent que je suis très fashion. En ce moment, c'est très à la mode gagner de l'argent. Ouais. On me dit dans l'oreillette que t'as regretté, ou tu pourrais regretter de ne pas avoir toujours été assez dur en égo. Ouais, oui, mais parce que... Pardon, mais c'est pas une qualité, ça, par moment? Je sais pas, mais moi Ça t'est retombé dessus? Non, ça m'est pas retombé dessus, mais je suis pas assez accro au fric pour me dire il faut à tout prix que j'extirpe le plus de chaque négo. Ouais, mais donc alors, je peux te demander ton âge? 61. 61. Ouais. Écoute, moi, je vais te dire, du haut de mes 45 ans, cher Thierry, j'ai fait vraiment une paix avec ça. Et j'ai appris ça d'un de mes potes, Ralph Feingold, avec qui j'ai fait quelques trucs. Et en fait, plein de fois, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes à essayer d'aller chercher ces 2% de plus, ces 1000 balles de plus? C'est exactement ce que je pense aussi. Et en fait... du coup, j'ai vraiment zéro regret là-dessus. Il y a un moment où je me dis, en revanche, il y a des choses que je veux, il y a des trucs qui sont pas négociables, tu vois. Certains business, certaines choses, je veux une majorité, parce que c'est pas tous les business, évidemment. Je suis business angel, et puis voilà, donc je vais pas... Mais il y a des trucs, je sais que c'est comme ça, tu veux pas, voilà. Mais en revanche... Non, moi je suis plutôt assez. Je pense que c'est plutôt une leçon qu'on peut donner que un regret qu'on peut avoir, c'est de se dire. Non, il y a c'est des pas moments... un regret. Hein. Ok, moi, je pensais que c'était un regret. Non, c'est pas du tout un regret. Non. Je sais que non, parce que Arnaud me posait la question en me disant est-ce que il y aurait des choses que tu aurais pu faire autrement? J'ai dit oui, on peut toujours faire les choses autrement, mais je les ai fait comme ça parce que ça me paraissait. Parce que voilà, moi je suis toujours parti du principe que quand on crée quelque chose avec des associés, soit ou avec des gens avec qui on fusionne, ou peu importe, soit c'est un succès, et quelle que soit la répartition des parts, tout le monde doit être content et riche, soit c'est un échec, et peu importe la répartition des parts, parce que de toute façon, ça vaut zéro. Tout le monde sera content et pauvre. Donc, grosso modo, se battre pour, comme tu disais, 1 ou 2% de ce côté ou de l'autre côté, ça n'a que peu d'importance. L'important, c'est le projet, l'important, c'est de faire en sorte que ça cartonne. Et si ça cartonne, le gâteau sera suffisamment gros pour que tout le monde ait une indigestion. J'ai une dernière question pour toi. On a un point commun, toi et moi, c'est qu'on aime le 0 to 1. On aime lancer des business. Ouais. Et alors là, c'est toi qui vas me donner une leçon ou m'expliquer peut-être tes ingrédients, ta recette. Mais je trouve ça extrêmement dur, moi, de passer le flambeau. Je trouve ça extrêmement dur. Et c'est pas vis-à-vis de moi. C'est vraiment, et je te parle de cette flamme, il y a un livre qui s'appelle La Source, là, on en a parlé dans un podcast que je vais sortir, là, c'est de l'industrie, avec Vercors. Je te le recommanderai, avec Benoît Leménian. Et on parle de ça, c'est un livre qui s'appelle La Source. Comment tu fais? T'as une recette? Comment t'arrives à redonner ça à quelqu'un d'autre? Comment tu les accompagnes? Comment tu fais en sorte que... en fait, toi, c'est une vraie valeur pour l'entreprise que tu transmets, pour les personnes aussi, mais ça valorise beaucoup l'asset d'être capable de le rendre indépendant de toi-même, mais je trouve pas ça si simple. Ah bon, moi, j'ai pas trop de... D'abord, j'ai pas
j'ai pas d'affect démesuré pour les trucs que j'ai créés. Ça, c'est je sais que les gens autour de moi, par exemple, me disaient « Mais comment est-ce que tu vas supporter de vendre la boîte que tu as créée ?» Moi, j'ai aucun problème avec ça. Voilà, puis une fois que c'est vendu, je reviens pas dessus. Et ce qui m'intéresse, c'est le projet. Ce qui m'intéresse, c'est l'idée, c'est la création, c'est l'innovation. Donc le 0 to 1, comme tu disais, donc le fait de démarrer quelque chose et de voir que ça marche, ça, c'est une grande satisfaction. Après, gérer un truc qui fonctionne... Alors déjà, j'aime bien l'automatisation aussi. Je déteste faire 2 fois la même chose. Donc dès qu'il y a un truc que je pressens que je vais devoir faire plusieurs fois, je l'automatise. Okay. Donc du coup, ça n'existe plus. Donc très rapidement, j'ai du temps d'ailleurs, parce qu'il y a plein de trucs qui peuvent être automatisés. Truc de flemmard, ça. Ouais, mais complètement. Mais je pense que la fainéantise est une qualité énorme. Énorme. Donc voilà, donc moi j'ai une façon de gérer qui fait qu'il arrive un moment où grosso modo je ne sers plus à rien. Parce que tout roule tout seul, et là, à ce moment-là, transmettre, c'est pas difficile. Déjà parce qu'il n'y a pas d'engagement affectif, tout est déjà en place, il n'y a plus que quelqu'un qui arrive et qui gère. Et ça, c'est pas ma qualité. Donc, mais il y a des tas de gens qui adorent ça. Extra. Écoute, moi je viens de t'ajouter sur LinkedIn. Vous pouvez faire de même si vous voulez. Thierry Michel. Là tu es mis sur Investor and Managing Director at EasyCap. On voit ton parcours. Moi je trouve ça vraiment extra. Et cette vision à la fois mi-digital, mi-monde réel. On comprend bien dans ton parcours le marketing opérationnel qui était à l'origine aussi dans du monde réel avec du papier, des choses comme ça. La distribution dans des bureaux de tabac, la téléphonie, la finance. Tu as toujours tourné autour de choses comme ça. Moi, je t'avoue que j'aimerais bien t'avoir comme advisor dans certains de nos business. On va en reparler. Avec plaisir, j'ai du temps. Je t'ai demandé ça, c'est pour ça que je te le demandais tout à l'heure. Il faut que je m'en occupe avant que tout le monde te saute dessus. Merci si vous écoutez ce podcast ou cette vidéo d'Alvo. Voilà, c'est trop tard. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux. Vous voyez, on essaye vraiment dans toute transparence comprendre. C'est la première fois qu'on se rencontre, comme beaucoup d'épisodes que j'ai pu faire avec Thierry, et ce sont des super rencontres. Notre objectif, c'est de créer ce fonds en open source, totalement public, sans rien cacher à personne, ni dans le bon ni dans le mauvais, de grandir, de comprendre tous ensemble. On veut en créer plein de médias, on va en faire plein d'autres. Donc c'est très cool, on a très bon retour. Abonnez-vous et puis envoyez du love à Thierry sur LinkedIn par exemple. Et on se revoit très bientôt, j'espère, parce qu'en plus, au-delà d'être sympa, de faire plein de choses, nos amis d'OVNI, en particulier Arnaud, mais nous font des bons événements sympas aussi. On en fera dans le sud, j'espère, à Montpellier, un de ces jours. Du parachutisme, du surf, des tas de choses comme ça, on va se marrer. Merci en tout cas pour ton temps. Merci. Merci à vous tous. À plus. Ciao, ciao, salut.